Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis Jules Thomas, directeur d'ODH TV et Gaëtan Bovy, directeur du RUB, Réseau d'enquête ufologique belge, et de son organe d'information UFO Wallonia. bienvenue dans Matin OVNI, qui est l'actualité du phénomène OVNI dans le monde. Au sein d'UFO Wallonia, va commencer prochainement l'étude géo-ufologique de la Wallonie. Alors, que penses-tu du fait que l'étude géo-ufologique d'ODH TV, donc de la France, s'exporte en Belgique? Ça prouve que l'idée est bonne et qu'elle est nécessaire à réaliser. Et on va peut-être avoir des surprises et sûrement des tas d'informations. Et donc on pourra peut-être faire un parallèle et mettre en relation ce qui se passe en Belgique et ce qui se passe en France. Ça pourrait être très intéressant en conclusion. Il faut la faire, c'est sûr. Alors, je retrouve Gaëtan dans la campagne de La Croix, Bazoa, entre Wans et Coutouin. Donc Gaëtan, c'est ici où tu faisais tes premières veillées. Peux-tu nous raconter cela? Mes premières veillées, enfin en grande partie, puisque c'est ici qu'effectivement on faisait les premières veillées avec ma compagne tout d'abord, puisque avant de créer le RUB, j'étais avec ma compagne en enquête et en veillée. Donc ici, que ce soit l'été ou l'hiver, même quand il faisait très froid, on venait souvent ici pour observer le ciel. Et aussi faire de l'astronomie, puisque c'est un site malheureusement, malgré qu'il soit entre plusieurs villages, était quand même assez dégagé par rapport à la pollution lumineuse, donc on avait quand même assez de chance. Donc on venait ici à tout temps, on va dire, parfois on restait souvent des nuits entières, observer. Puis c'est seulement quand le RUB s'est créé et que l'équipe s'est fondée, que là les veillées ici ont pris plus d'ampleur. Pourquoi? Parce que le matériel était déjà plus conséquent, puisque là à ce moment-là on avait quand même toute une panoplie de matériel sophistiqué pour observer le ciel. Donc on venait sur ce chemin là qu'on voit derrière moi, sur le petit chemin ici, qui donne une super belle vue sur toute la vallée Hutoise, enfin sur toute la vallée Hutoise, une grande partie du moins, et notamment la centrale nucléaire. Je suppose qu'on la voit peut-être dans le fond. Et donc ici, le RUB, qu'est-ce qu'il faisait pour que les veillées soient efficaces? Parce qu'elles devaient être efficaces. Parce que même avant que le RUB soit créé, ici, étant donné qu'on faisait déjà des observations, il y avait déjà beaucoup de signalements. Il y avait déjà beaucoup d'observations d'OVNI qui avaient été effectuées dans le coin. Donc il fallait absolument être efficace, avoir une équipe efficace pour capturer tout phénomène qui aurait pu apparaître, puisque c'est une zone qui est très propice à l'observation. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Nous donnions des rôles aux différents membres qui composaient l'équipe de surveillance. Donc là par exemple, il y avait moi qui était, disons, celui qui était préposé à la carte géographique et à la surveillance aux jumelles. C'est moi qui, par exemple, en cas d'observation, donc en cas de phénomène qui apparaissait ou un engin, c'était moi qui devais confirmer s'il s'agissait d'un avion, un satellite ou autre chose, avant de communiquer l'info aux autres pour qu'ils activent tout le matériel. Donc en cas d'apparition, une fois que j'avais confirmé qu'il s'agissait d'un phénomène non identifié, qu'est-ce que je faisais? Je donnais l'ordre aux autres. Donc par exemple à mon secrétaire Pascal Gaspard, qui lui était plus vers l'appareil photo ou la caméra, donc il activait la caméra automatiquement. Un autre qui était proposé à la station météo, un autre capteur thermique, vision nocturne, etc., etc. Donc il y avait toute une équipe là efficace qui avait chacun un rôle par rapport au matériel qui était disposé sur le secteur. Et donc ça permettait que tout phénomène qui apparaissait dans le ciel ou à l'horizon ou à tout endroit pouvait être capturé automatiquement. Donc c'était vraiment très rapide, et ce qui nous permettait justement à la fin de la veillée d'avoir tous les éléments en notre possession. Donc les données météorologiques, géographiques du phénomène, la direction, l'humidité dans l'air, donc météo. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait donc les images photographiques, il y avait les photos, il y avait des photos avec la bonnette à réseau obligatoire, une photo aussi, plusieurs photos qui étaient faites sans la bonnette à réseau, ça permettait aussi de faire la comparaison. Et donc voilà, toute une panoplie de données qu'on avait à la fin de la veillée.
Passons à présent à l'actualité OVNI qu'il y a eu dans le monde dernièrement. Passons à présent à l'actualité OVNI dans le monde. Au Canada, le 1er juillet, dans l'Alberta, observation de boules lumineuses de couleur rouge. Le 3 juillet, en Colombie-Britannique, à Surrey, observation de lueurs bleues dans le ciel. Le 4 juillet, en Colombie-Britannique, à Nanaimo, observation de boules de lumière étranges dans le ciel. Le 6 juillet, dans l'Alberta, à Grand Prairie, observation de boules lumineuses pendant 20 minutes. Le 16 juillet, en Colombie-Britannique, à Souk, observation d'un disque volant de couleur vert pendant 15 secondes. Le 18 juillet, dans l'Ontario, à Toronto, observation d'un disque volant. Le 24 juillet, dans le Manitoba, à Gimli, observation de 2 boules lumineuses de couleur rouge. Et le 27 juillet, dans le Saskatchewan, à Héronge, observation de lueurs pendant 2 ou 3 minutes. Au Mexique, le 10 juillet, à Ensenada, Barra, observation d'une sphère pendant 6 minutes. Le 27 juillet, à Puebla, observation de boules lumineuses et d'objets de forme rectangulaire dans le ciel. En Angleterre, le 26 juin, à Londres, observation de lueurs étranges dans le ciel pendant 15 minutes. Le 8 juillet, à Peterborough, observation d'un ovni en forme de diamant pendant 20 minutes. En Irlande, le 16 juillet, à Mullingar, observation d'un triangle volant pendant 24 secondes. En Lituanie, le 16 juillet, à Vilnius, observation d'étranges lueurs dans le ciel. En Afrique du Sud, le 30 juillet, observation de boules lumineuses. En Iran, le 10 juillet, à Téhéran, à 2h38 du matin, observation de boules lumineuses pendant 5 minutes de couleur jaune. Le 15 juillet, à Téhéran, à 2h38, observation de lueurs étranges de couleur jaune. En Inde, le 3 juillet, à Srinagar, observation d'un triangle volant pendant 1 minute. En Thaïlande, le 10 juillet, à Bangkok, observation d'OVNI. En Indonésie, le 27 juin, à Jakarta, observation de lueurs étranges dans le ciel. Et en Australie, le 30 juin, à Adélaïde, observation d'étranges lueurs dans le ciel pendant 4 minutes. Je suis actuellement en Toscane, en Italie. Dans cet épisode, je vais vous partager les différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans la province de Lucca, en Toscane. Le phénomène OVNI dans cette province est essentiellement constitué de rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain, en blanc sur la carte. Il y a eu quelques rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non avec la présence d'une ou de plusieurs entités, en vert sur la carte, et un signalement d'observation d'objets aquatiques non identifiés ou de lueurs côtières en turquoise sur la carte. Vous avez donc pu remarquer qu'il y avait de nombreuses observations de rencontres rapprochées du premier type, en blanc sur la carte, quelques RR2 et de nombreuses rencontres rapprochées du troisième type, en vert sur la carte que vous avez eue précédemment. Je vais tout d'abord commencer par les rencontres dites du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet lointain à plus de 150 ou moins de 150 mètres du témoin. Ceci comprend les LN et les DD, c'est-à-dire les lumières nocturnes et les disques diurnes. Lumière nocturne, observation de nuit, disque diurne, observation de jour. Cela ne veut pas dire que ce sont que des observations de disques. Mais par contre, là où je me trouve actuellement, à Bagni di Lucca, en 1943, il y a eu l'observation d'un disque volant avec des protubérances dessus, comme des cornes. C'est un peu comme un diable, ou un diavolo comme il dit ici. Et cette observation donc a été prise par les habitants du village par une sorte de prodige, un signe divin, puisqu'on était quand même en période de Seconde Guerre mondiale. En 1929, à Coselli, observation d'un objet en forme de sonde, de sphère ou de boule, de couleur rouge de 30 cm de diamètre à 21h15. Le 6 ou le 8 juin 1983 à 22h30 à San Pietro a Vico, à côté de Lucca, observation d'un engin en forme de cigare ou de vaisseau mère, comme intitulé dans un ouvrage de couleur argentée. Il était énorme. Il produisait une petite lumière et il y avait plusieurs hublots. Le 22 juillet 1987, un cas qui provient des archives du groupe Shadow et du journal du mystère. Du côté de Barga, non loin de Garfagnana, a été observé un ovni d'une forme assez particulière, qu'on pourrait penser une sorte de clé ou un avion futuriste. Selon les enquêteurs, ils ont nommé cela comme étant une sorte de vaisseau mère. La couleur de l'engin était blanc-azur. Sa luminosité était assez énorme. Sa vitesse était assez rapide également. En juillet 1996,
Information provenant du livre UFO en Italie, volume 3. À Marlia, toujours en province de Lucca, a été observé un engin en forme d'obus, de couleur sombre, avec des hublots, estimation de la longueur de l'engin, 20 à 30 mètres. Je suis actuellement à Viareggio. À Viareggio, il y a eu quelques observations de type RR1. Du côté de Lucca aussi. Le 25 juillet 1952, à San Pietro a Vico, dans la province de Lucca. Un journal local rapporte 3 mois après les faits allégués l'histoire d'un certain Carlo Rossi. L'histoire telle qu'elle est racontée dans les décennies suivantes, dans diverses sources ufologiques, est que ce paysan de 53 ans pêchait dans la rivière Serchio, comme il le faisait souvent le 25 juillet 1952 à 3 h du matin. Il a soudainement vu une lueur étrange qui se diffusait d'un point du fleuve. Il a été intrigué et s'est dirigé dans cette direction, et est arrivé au niveau du lieu où se répandait la luminosité. Il a vu un objet noir en forme de disque qui flottait à très basse altitude au-dessus de la rivière. Le disque était un tour plat de 2 mètres d'épaisseur et d'un diamètre de 20 à 25 mètres. Sur tout le disque, il y avait des ouvertures ovales. En son centre, il y avait une tourelle qui dépassait sur environ 3 mètres par-dessous du disque et d'un demi-mètre au-dessus. Cette tourelle était transparente et grande comme une pièce d'habitation. À l'intérieur, il y avait une flamme bleuâtre qui venait de quelques mécanismes et se reflétait sur la surface du disque. Dans la partie inférieure du disque, il a vu 5 hélices qui en sortaient, disposées tout autour, équidistantes l'une de l'autre. Sur la partie supérieure, il y avait 3 hélices, l'une aussi grande que la circonférence du disque. 2 autres étaient au-dessus, toujours plus petites. L'engin a sorti un tuyau qui est allé vers l'eau de la rivière, comme pour en aspirer. Un hublot s'est ouvert dans la tourelle supérieure et a montré un visage humain qui portait une sorte de casque de scaphandrier et qui a commencé à regarder aux alentours. Et à un certain moment, cet homme a tendu le bras et pointé son doigt vers Rossi. Celui-ci a pris peur, a fui et s'est jeté au sol. À ce moment-là, un rayon vert tirait dans sa direction et il a ressenti une secousse électrique dans tout le corps. En relevant la tête, il a vu que l'objet avait gagné de la hauteur et partait dans le ciel à très grande vitesse en direction de Viareggio. Une enquête sur cette histoire est évoquée avec des doutes car l'un des enquêteurs aurait été le neveu de Rossi, lequel aurait décédé dans les années 60 d'une manière étrange. Dès 1954, l'ufologue et auteur de science-fiction français publiait l'histoire parue dans le journal local en précisant qu'elle a tout d'un canular. Le cas apparaît dans les livres et magazines ufologiques par la suite, et il est difficile de savoir ce qui était dans le journal et ce qui a pu être ajouté par la suite. Des ufologues italiens notent des contradictions dans le récit, précisent que le journaliste qui avait écrit l'article était connu pour son penchant pour les farces. Le dessin paru dans ce journal montrant un engin techniquement risible. Comme vous avez pu le remarquer, dans la province de Lucca, en Toscane, il y a des observations de cigares volants, d'objets lumineux de couleur rouge, de type boule lumineuse, des rencontres rapprochées du 3e type, et également des observations de formes assez particulières, comme l'objet observé du côté de Barga, à côté de Garfagnana. La province de Lucca est l'une des provinces où il y a eu le plus d'observations d'OVNI en Toscane. Bien sûr, dans de prochains épisodes, nous verrons d'autres provinces de Toscane pour faire par la suite un épisode de type conclusion avec une étude géo-ufologique de la Toscane. Ainsi, dans un épisode à venir, je vous partagerai les observations d'OVNI du côté de la province de Pise. Dans la prochaine édition de Matin OVNI dans le monde, ou JT OVNI dans le monde, nous aborderons dans le dossier les différentes observations d'OVNI qu'il y a eu dans l'état du New Jersey, aux États-Unis. L'épisode sera présenté par Marilyn, reporter des Alpes-Maritimes, et également reporter itinérante, puisqu'elle était dernièrement aux États-Unis. Petit clin d'œil à notre ami Olivier Strauss, alias Chasseur Céleste sur les chats, qui aimerait venir à cet endroit. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo numérique, caméscope ainsi que la bonnette à réseau. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt sur ODH TV.